Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis ingénieur entrepreneur et chaque semaine, je vais à la rencontre de celles et ceux qui changent le monde pour partager leur histoire et ce qu'ils ont appris sur leur parcours. Alors si tu veux écouter ces histoires incroyables, si tu recherches ta voie dans ce monde complexe ou si tu veux simplement avoir un impact positif et être heureux, alors ce podcast est fait pour toi. Bonjour à tous. Écoutez, je sors de ma discussion avec Arnaud Delubac et j'ai eu envie d'enregistrer l'introduction directe parce que, waouh, c'était très fort en fait. Arnaud, c'est certainement un des entrepreneurs avec les qualités, les plus complètes et les plus poussées que j'ai vues. Il est curieux, mais quasiment maladivement en fait. Il adore découvrir, il adore essayer ses idées. Il a pas peur du tout de tenter quoi que ce soit. En plus de ça, il se forme en continu et s'inspire des meilleurs, c'est un peu sa recette. Et vous allez voir que ça lui réussit pas mal du tout. Pour vous donner quelques exemples, il lance dès le lycée des comptes Twitter qui atteignent en fait des centaines de milliers d'abonnés. Encore une fois, juste en s'inspirant de ce qui existe déjà. Il rentre au cabinet d'Édouard Philippe quand il est Premier ministre pour faire sa communication digitale, alors qu'il n'y connaît rien en politique. Pour les fans de rap, il rencontre même DC's et finit en backstage de son concert à l'Olympia. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je l'avais invité à la base, il a cofondé Greenly, une start-up de à peu près 200 personnes, qui est un des leaders du bilan carbone mondial pour les entreprises en fait. Alors si vous voulez écouter une histoire passionnante, si vous voulez être inspiré et motivé pour vous lancer dans vos projets, cet épisode est vraiment fait pour vous. Et je le dis très rarement, mais écoutez-le bien jusqu'au bout, il y a vraiment des éléments intéressants qui vient de dire à l'instant, là, au moment avant de partir, qui résonne encore dans ma tête. Donc je vous souhaite une bonne écoute. Et dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire, je suis assez curieux de savoir si ce format vous a plu. Bonjour Arnaud, et bienvenue au micro Changer d'air. Merci beaucoup pour l'invitation et ravi de pouvoir raconter cette aventure. J'ai envie de dire merci déjà à Camille Le Gaulle qui nous a mis en relation. Écoute, j'ai vu que tu avais une formation dans la communication, dans le marketing digital. Tu compléteras si je me trompe. Mais en fait, en lisant ce que tu fais, j'ai l'impression que t'es un entrepreneur. Tu avais créé un compte Twitter qui était Le Monde Histoire, qui avait quasiment 200 000 abonnés. Tu avais créé une application, une sorte de réseau social, donc si tu veux. Et là, aujourd'hui, tu es cofondateur de Greenly. Pour compléter cette présentation un peu parcours, est-ce que tu peux nous dire ce que tu aimes et ce qui est important pour toi dans la vie? Ce que j'aime, il y a beaucoup de choses que j'aime et beaucoup de choses qui sont importantes à mes yeux. Je pense que j'ai déjà, ce qui me définit assez bien, c'est que j'ai toujours aimé sortir de ma zone de confort et explorer des nouveaux univers. Je pense que mon parcours le reflète assez bien. Donc j'ai exploré différentes sphères. Ce qui m'a beaucoup plu très tôt, c'est tous les métiers du digital, tout ce qui tournait autour des technologies. Ouais. Je me suis très vite passionné de tech, donc de start-up tech, de transformation numérique. On parlait beaucoup de transformation digitale à l'époque, avec les nouveaux moyens de communication, avec des manières de transformer les entreprises de l'intérieur aussi avec ces nouveaux modèles. Donc j'ai eu envie d'explorer ça sous différentes formes à l'époque, dans des startups, en politique également, dans des fondations, aussi en tant qu'auto-entrepreneur où je prenais beaucoup de missions à l'époque, sur les métiers du web, sur les métiers des applications mobiles, du digital, enfin voilà. Et donc effectivement à un moment j'ai eu envie de construire des communautés pour créer de l'adhésion avec différents mondes. Donc j'avais différentes communautés, une autour de la photo qui a réussi à réunir 200 000 personnes ou 150 000 personnes, une communauté autour de l'histoire. J'avais vu qu'aux États-Unis il y avait certains comptes qui marchaient très très bien et j'avais voulu m'en inspirer sur un modèle français et avec une ligne éditoriale un peu plus poussée, sur laquelle j'essayais de construire des éphémérides. Ouais. Donc c'est de reprendre une date et de raconter tout ce qui s'est passé à cette date-là, en essayant d'axer ça le plus possible sur l'actualité et pour toucher une jeune cible. Donc un peu voilà, ça pourrait se qualifier d'Hugo Décrypte pour l'histoire. Je parlais pas du couronnement de tel roi ou de tel empereur, mais plutôt de choses actuelles, mais en recontextualisant toujours avec des choses du passé.
Bon voilà, j'ai eu un peu toutes ces passions-là. Je peux te poser une question. T'étais passionné de la photo et de l'histoire ou c'était vraiment pour le kiff de créer une communauté? Non, c'était créer des communautés. J'avais fait de la pop culture aussi avec un média qui s'appelait Opium. Tous ont bien décollé. Je savais comment les activer. Je savais comment les mettre en avant. Sur celui-là, il y avait 100 000 personnes. Et donc l'idée, c'était de m'ouvrir à différents mondes, de rencontrer, d'être invité sur de nombreux événements, de rencontrer des personnalités, de pouvoir. À ce moment-là, j'étais en post-bac, donc ça a commencé assez tôt, et c'était l'idée aussi de me dire que si j'avais besoin de stage ou quelque chose comme ça m'ouvrirait sans doute des portes. Donc ça a été le cas avec justement le monde histoire qui m'a permis d'accéder au monde politique et notamment à Matignon aux côtés du Premier ministre. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles j'ai pu avoir beaucoup d'invitations, j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes. J'ai travaillé un moment aussi pour Radio France, donc voilà, j'ai eu l'occasion de passer des après-midi avec des artistes, notamment DC's, où on a parlé de Martin Luther King toute une soirée parce qu'il avait écrit un livre sur le sujet. Donc voilà, il y a eu plein de très très belles rencontres, plein de moments qui ont été assez extraordinaires où je me suis vachement challengé en me disant je sais pas faire, mais ça y est, on me donne un appareil photo et non, faut que je m'improvise photographe pour France Inter. À un moment, c'était de faire du montage vidéo pour des émissions, en l'occurrence Frédéric Pommier qui avait une émission sur France Inter et plein de sujets. Donc voilà, je pense qu'il me définit le mieux, c'est de me dire j'ai aucune maîtrise d'un sujet. Je vais sur YouTube, je vais sur des académies, je vais me former, je regarde un peu ce que les gens très bons font. J'essaie de m'inspirer des meilleurs modèles systématiquement pour avoir le meilleur référentiel et à partir de là, j'essaie de voir comment je peux y arriver. Donc en m'enfermant un peu et en me disant voilà, faut que j'arrive à faire un premier modèle. Le premier modèle évidemment, il est pas au niveau. Mais ensuite j'en fais un deuxième, un troisième, un quatrième et ça finit par voilà, je finis par débloquer des choses et en tout cas à prendre en expérience comme ça. Donc voilà, passionné de beaucoup de sujets, en somme. Comme tu as dit, rencontrer, sortir de sa zone de confort. Très cool. Comment on construit une communauté alors? Comment on construit une communauté? Ce qui est hyper important, c'est déjà de trouver un sujet, de regarder un peu les modèles qui fonctionnent. Il y a beaucoup de choses existantes. Moi, en l'occurrence, je voyais qu'au niveau de la photo, il y avait quelques comptes aux États-Unis qui marchaient très bien. Alors, je sais plus complètement en tête maintenant, mais tu avais des magazines et des médias qui partageaient les meilleures photos de la journée avec quelques données chiffrées, avec quelques infos. Donc, il y avait une inspiration forte pour regarder des modèles qui fonctionnaient. Le compte d'histoire, pas spécialement passionné d'histoire. Je pense que je me suis fait souvent striker à l'école, d'ailleurs, avec des notes qui étaient souvent catastrophiques. Mais en fait, l'envie d'aller creuser en fait des sujets culturels, des sujets cinéma, des sujets musique, des sujets artistiques, mais sous un angle historique et en le rendant justement en essayant d'intéresser la jeune génération. Donc en recontextualisant toujours avec des faits passés, mais parler d'histoire au présent. Ça, je trouvais ça assez passionnant et voilà, je pouvais caler, tu vois, parler de la sortie du dernier album de PNL, mais en le recontextualisant par rapport à d'autres groupes qui avaient peut-être eu le même lancement, le même effet d'annonce, etc. En disant peut-être et en faisant des parallèles, en disant regardez dans ce scénario-là, tout s'est cassé la gueule, donc est-ce qu'il y aura la même trajectoire et en essayant vraiment de toucher la jeune génération. Pareil sur la pop culture en regardant un peu plus ce qui se passait aux États-Unis en essayant d'adapter ça parce qu'en France je voyais qu'il y avait pas beaucoup de modèles similaires et à partir de là il y a quelques méthodes on va dire un peu agressives mais qui permettent d'accélérer. Il y avait toute la question du follow mass. Donc avant il y avait la possibilité sur Twitter, je vais parler de Twitter parce que c'est là que j'ai construit l'essentiel, de suivre 1000 personnes par jour. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'aller suivre la bonne cible, les personnes qui sont les plus susceptibles d'interagir avec le contenu. Et donc, à partir de là, je le faisais généralement sur mes trajets de métro, mes transports, mais j'allais m'abonner manuellement à 1000 personnes par jour. Ce qui faisait que sur ces 1000 personnes-là qui étaient notifiées, j'avais la possibilité derrière, ces personnes-là recevaient une notification, généralement s'abonner si j'avais bien sélectionné ma cible et que j'étais allé dans des personnes qui sont actifs et qui réagissent à des contenus, et à partir de là, je vais prendre un follow et j'ai la possibilité ensuite, via certains outils, d'aller éliminer ceux qui ne m'ont pas suivi follow back, en gros. Et donc, à partir de là, c'est agressif, c'est très manuel.
Mais je faisais ça généralement une demi-heure par jour. Donc j'avais au bout d'un moment le petit coup de main qui me permettait de faire ces 1000 abonnements en l'espace de 10 ou 15 minutes. Ouais. Et à partir de là, je prenais généralement des gens qui avaient interagi aussi avec des contenus sur les dernières 24 heures, ce qui me permettait d'avoir des gens actifs et qui allaient rapidement me follow back. Et donc voilà. Et donc ça, je l'ai fait. Après, il fallait nettoyer évidemment le compte pour avoir des ratios qui étaient pas trop mauvais et pour inciter au maximum au follow. Mais donc voilà, il y avait beaucoup de méthodes comme ça, beaucoup d'outillage aussi. Donc à l'époque, j'avais 5 ou 6 outils pour gérer toutes ces communautés-là. Et à partir de là, après, il y a un effet boule de neige où ça part tout seul. Et à la fin, je me retrouvais avec entre 3 et 5 millions d'impressions par post. Donc ça commence à faire des grosses communautés et avec la possibilité de le monétiser. Moi, j'ai jamais voulu le faire, mais je recevais régulièrement des demandes pour mettre en avant des livres, des films, des magazines. Enfin bon, c'était évidemment très culturel dans le cadre du monde histoire et du monde photo. Donc c'était toute une chaîne, mais voilà. Et je surfais évidemment sur une stratégie de naming, puisque le compte s'appelait Le Monde Histoire, que beaucoup de gens pensaient que ça appartenait aux médias Le Monde. Et donc voilà, j'avais aussi le risque de me faire pénaliser, mais bon, j'avais beaucoup de personnes du média qui me suivaient, qui peut-être eux-mêmes étaient floutés, je sais pas, mais j'ai jamais eu de problème en ce sens-là. Et voilà, donc il y a différentes techniques un peu nudgées qui permettent de faire grandir des communautés très rapidement. Ouais. Trop intéressant. Et ça t'a ouvert les portes pour aller à Matignon. Exactement. Je revenais des États-Unis à ce moment-là. Mes parents qui étaient fous furieux parce que j'avais pas entamé ma recherche de stage, que j'étais sans doute très confiant. En école de com, c'est ça? J'étais à ce moment-là exactement en école sur une spécialisation donc de marketing digital et de digital. Et donc, je rentre des États-Unis à ce moment-là. J'avais fait un premier stage. Il fallait que j'en trouve un deuxième. J'étais à 2 semaines du démarrage, donc ça commençait à devenir très technique. Et j'avais évidemment pas entamé les recherches. Et donc, à ce moment-là, je me dis, je vais utiliser, quand on envoie des CV, etc., c'est toujours compliqué parce qu'on a peu d'expérience. Moi, j'étais en 2e année à ce moment-là, je crois, ou 3e année. Peu d'expérience, pas forcément le parcours avec du Sciences Po et compagnie, donc c'était aussi un peu plus délicat. Et je me suis dit, je vais jouer sur mes forces et sur ce que j'ai déjà développé. Donc via cette communauté-là, j'ai contacté différentes personnes. Et à un moment, je me suis dit, la politique, c'est très abstrait, c'est très flou pour moi. J'ai envie de sortir de ma zone de confort. J'ai envie d'explorer. J'ai envie d'explorer un monde qui, pour moi, est complètement abstrait et derrière lequel je mets pas grand-chose finalement. Et en me disant que potentiellement j'allais durer 2 semaines, mais c'était un peu un challenge que je me fixais. Donc j'ai contacté le directeur du numérique d'En Marche à l'époque en lui disant voilà, moi je suis hyper intéressé pour découvrir ce monde en étant très transparent et honnête intellectuellement sur le fait que ce serait une découverte pour moi. Et en le contactant depuis ce compte-là qui avait déjà fédéré une très grande communauté. Et donc j'ai eu une réponse dans les heures suivantes qui me disait écoute, je transmets l'information, ça m'intéresse. On revient vers toi rapidement. Et là, effectivement, 24 heures après, j'avais cabinet du Premier ministre avec une lettre un peu officielle et qui me disait voilà, vous êtes attendu pour passer un entretien rue de Varennes. Donc pendant quelques minutes, je me disais c'est forcément un fake et j'y crois pas une seule seconde. Et en regardant l'adresse, etc. de la convocation, je me suis dit c'est quand même réel. Donc maintenant, je vais y aller et je vais assumer cette tentative-là. Et en fait, là-dessus, ça, effectivement, moi, je suis arrivé en disant, sur tout ce qui est digital, communication digitale, vous pouvez me demander tout ce que vous voulez et je trouverai toujours une solution pour faire ce que vous me demandez. Sur le bagage politique. En même temps. Voilà, moi, j'ai été direct en me disant, parce que j'ai quand même pas envie au bout d'une semaine de me faire sortir. Donc, parce que je sais que c'est un monde, voilà, qui a beaucoup de codes, qui est très exigeant, qui attend beaucoup aussi. Et surtout sous ce gouvernement-là du président Macron qui a tout de suite beaucoup investi de ce point de vue-là, et avec une communication assez moderne. Et du coup, moi, sur ce passage-là, j'ai dit vous pouvez tout me demander. Par contre, sur le bagage politique, c'est quelque chose que je vais construire au fil des semaines. Mais pour l'instant, j'arrive et je suis un peu en découverte.
Et en fait, je pense qu'elle a bien aimé la personne à l'époque que je salue, Eve Zuckerman, qui m'a fait passer cet entretien et qui m'a accompagné pendant cette période-là, a sans doute dû aimer le discours de franchise où, pour le coup, je mettais carte sur table et en disant peut-être pas le plus capé et la personne la plus à l'aise politiquement parlant, mais c'est un monde que j'ai envie de découvrir. Ouais. Et sur ce que vous allez attendre de moi, sur les sujets de communication digitale, je ferai tout ce qu'il faut. Et là-dessus, je me sens à l'aise et je proposerai beaucoup de directions et beaucoup de d'axes de communication. Et donc voilà, ça a été une aventure extraordinaire où j'ai eu l'occasion de... Qu'est-ce que tu as appris du monde politique? Qu'est-ce que j'ai appris du monde politique? Beaucoup de choses. Honnêtement, beaucoup de choses. Je pense que déjà, la charge de travail et l'exigence, la rigueur, il y a beaucoup de codes qui font pour moi partie de soft skills, mais qui font que derrière, en termes d'intensité de travail, et je pense que quand on est entrepreneur, à un moment, les premières années, il faut se faire mal et il faut beaucoup travailler. Donc, moi, vraiment, ça m'a appris à faire des heures, enfin, beaucoup d'heures par semaine, et de plus compter ses heures, de plus regarder quand démarrer une journée, quand elle s'arrête et quand elle allait s'arrêter. La rigueur, parce qu'une virgule, tu la places pas au mauvais endroit. Donc, tout est à ce niveau d'exigence-là. Et peut-être le respect de certaines règles, le respect d'une hiérarchie. Il y a beaucoup de codes où au final, tout est très cadré. Des choses vraiment, voilà, tu respectes un process, tu respectes une hiérarchie, t'arrives, tu viens avec une idée, tu la proposes à telle personne, ça remonte au niveau de dessus, etc. Donc c'est un peu un modèle de grande entreprise finalement, très normé. Mais je pense que c'est une super école de la vie et ça t'en arrives vraiment à être soucieux de tous les détails. Tous les détails comptent. Et parce que t'es scruté de toute façon. Scruté de toute façon, tu arrives avec une nouvelle idée, faut se poser la question de toutes les façons dont ça peut être perçu, qu'est-ce qui peut en ressortir, qu'est-ce qui peut être retenu, sur la sémantique, le choix des mots. En fait, ça t'apprend à ne survoler aucun sujet et à rentrer, d'où je pense cette passion et cet attrait pour les tâches très opérationnelles. Aujourd'hui, je garde cette passion pour le terrain et en disant que je fais avancer un maximum de sujets, c'est que tu es obligé d'avoir cette rigueur-là et d'aller vraiment dans le micro-détail et le pixel à la fin. Donc, parce que tu peux pas te permettre la moindre erreur et qu'on t'apprend à dérisquer en permanence sur tout ce que tu fais. Donc voilà, je pense que pour beaucoup de soft skills, c'est une très belle école de la vie et ça permet derrière d'entreprendre sainement avec quelques facettes qui font, je pense, qui sont des clés de réussite pour tout entrepreneur qui décide de se lancer. Ok, merci. Et comment après, donc si j'ai bien compris, tu as lancé une application réseau social qui a bien marché, tu es allé à faire un master en entrepreneuriat à Centrale Supélec et à l'ESSEC. Et c'est là que tu as lancé Greenly. Comment ça s'est passé? Exactement. À l'issue, donc il y a eu cette première expérience en politique. J'ai continué derrière auprès des secrétaires d'État au numérique parce que j'étais effectivement passionné d'entrepreneuriat et de belles histoires d'entrepreneuriat. Tu peux redéfinir ce que c'est le secrétaire d'État au numérique et pourquoi est-ce que c'est un rapport avec l'entrepreneuriat? Secrétariat d'État au numérique, en fait, on est très proche, alors déjà des entreprises technologiques, mais il y a à l'époque sous Fleur Pellin, il y a la French Tech qui a été lancée. Donc ça remonte maintenant il y a quelques années. Et dans la French Tech, on accompagne des startups de la phase de lancement jusqu'à la phase d'hypercroissance et de pendant toute la phase de scaling. On accompagne exactement. On accompagne. Il y a tout un programme qui vise à accompagner les startups françaises, à soutenir et à promouvoir l'entrepreneuriat français à l'échelle nationale, mais aussi dans le monde. Comment est-ce qu'on s'impose en tant que géant et en tant que leader à l'international? Et donc, voilà, il y a un secrétariat d'État au numérique, alors qui travaille sur beaucoup de sujets. Les startups, c'est un des piliers. Il y en a d'autres. Il y a la fracture numérique. Il y a comment est-ce qu'on gère le harcèlement en ligne. Enfin, moi, il y avait plein de thématiques qui étaient abordées à l'époque. Mais les startups étaient un gros sujet, évidemment, parce que la France aujourd'hui est très avancée sur ce plan-là en Europe. On dénombre déjà une trentaine de licornes, ce qui est très bien pour un pays européen. On doit se situer maintenant dans le top 5. Et donc, voilà. Et cette personne-là, donc, qui était Mounir Majoubi à l'époque, qui était
ministre du numérique, secrétaire d'État au numérique, passer beaucoup de temps à aller voir des startups et à côtoyer des entrepreneurs à succès. Moi, c'est un monde qui me faisait rêver, sur lequel j'avais aussi envie de faire ces rencontres-là dans un cabinet plus petit où je pouvais être plus au contact. Ouais. Et donc voilà, donc j'ai pu faire ça pendant 3-4 mois avec Mounir Majoubi jusqu'à ce qu'il parte en candidature pour la mairie de Paris. Et j'ai pu continuer avec son successeur Cédrico, qui m'a permis de rencontrer à travers différents déplacements et différents événements d'autres entrepreneurs. J'ai rencontré Mark Zuckerberg, par exemple. Ça a été Ça fait longtemps déjà. un déjeuner avec lui, donc ça a été assez extraordinaire parce que là, on a une figure à l'échelle mondiale qui a quand même bâti un empire, donc hyper intéressant. Luc Julia, qui est un Français qui a cofondé Siri notamment. Céline Lazorte, Litchi, elle a aussi un très très beau parcours. Et en fait, voilà, j'avais envie de me rapprocher de ce monde-là, de prendre certains codes, de participer et de voir certaines réunions de près pour déceler différents traits de personnalité, de voir, voilà, je sais pas, c'était à chaque fois des événements relativement courts, mais où j'ai pu, je pense, capter différentes pièces du puzzle et en me disant qu'est-ce que je peux utiliser. Donc je posais aussi beaucoup de questions, j'étais très curieux et j'essayais tirer un maximum de ces rencontres-là. Et ensuite, après la politique, j'ai la possibilité de continuer, de retourner justement à Matignon, mais à ce moment-là, et à peu près dans le même timing, j'avais lancé un réseau social. Je m'étais vraiment inspiré, il y avait toute la success story autour de Snapchat m'avait complètement retourné le cerveau et m'avait passionné sur l'instantanéité, sur l'envoi de photos, de vidéos qui disparaissaient et sur l'engouement que ça avait eu. Donc j'avais écouté beaucoup de choses à l'époque et je m'étais dit il y a un sujet sur lequel on est peut-être encore un peu limité, c'est le partage d'envie en instantané. C'était de me dire aujourd'hui, généralement dès que j'ai envie de faire un truc, je propose toujours sur une conf Messenger dans laquelle j'ai toujours les 10 ou 15 mêmes personnes. Aujourd'hui, Instagram, Snapchat, alors à l'époque, il n'y avait pas les stories sur Instagram, donc c'était vraiment Snapchat. Mais sur cette application-là, on se partageait généralement des photos, des vidéos, mais pas des envies. Je me disais, si demain j'arrive et que je me sers de ça pour dire j'ai envie de faire un japonais en bas de chez moi, je vais passer pour un type un peu chelou. Et du coup, le point de départ, c'était de se dire, on va avoir une map interactive sur laquelle il y aura des minuteurs et chacun va pouvoir dire j'entoure une zone sur la carte ou alors je sélectionne une adresse précisément, j'ajoute un timer de 2 minutes 30, 4 minutes, 14 minutes, autant que je veux. Ça peut être un tennis, ça peut être un cinéma, ça peut être un plan un peu plus olé olé, enfin bref, chacun avait la possibilité de choisir un emoji et de mettre son envie avec un timer. Et du coup, il y avait à la fois une partie open space, qui était la partie publique de l'application, donc l'équivalent de la story, et une partie room, qui était la partie privée, sur laquelle là je pouvais aller envoyer quelques propositions à des personnes bien choisies, et là aussi avec un timer. Et je voulais casser cette barrière de l'engagement. Dans les écoles, souvent, il y a des gens qui n'osent pas envoyer un message, le premier pas, au risque de prendre un râteau, et donc il y avait un peu ce truc de comment est-ce qu'on minimise l'engagement vers une personne et de se dire je vais pouvoir proposer un resto, un verre, une partie tennis, peu importe, à quelqu'un qui me plaît, mais sans avoir à envoyer le premier message sur lequel je risque de prendre un vu. Et donc il y avait ce côté j'envoie un plan en instantané, il y a un minuteur et à la fin de ce minuteur, le plan s'évapore et disparaît. Et donc ça marchait très bien sur les campus, donc on avait eu beaucoup de téléchargements grâce à cette fonction-là, parce que je pouvais du coup rejoindre le réseau de mon école, accéder à toute la base d'utilisateurs, un peu comme une page Facebook, et pouvoir envoyer tous mes plans et toutes mes envies à toutes les personnes de mon choix. À ce que tu voulais. Exactement. Donc ça a beaucoup plu et ça a bien démarré sur les campus. Et rapidement, on s'est retrouvé un peu confronté à la difficulté de trouver un business model et de monétiser cette application. On avait un modèle avec les restaurants et avec on va dire, tous les commerces de proximité qui pouvaient du coup, sur ce même modèle, faire des offres en instantané, un peu comme ce qu'on voit sur Uber Eats, sur la nourriture. Mais de dire, voilà, si mes cuisines, elles ferment à 15h et que je vois que de 14h à 15h, j'ai plus personne dans mon restaurant, je vais pouvoir faire un push en disant, le menu du jour passe à 6 € au lieu de 9 €. Et où la place de cinéma passe de 3 € au lieu de 9 €. Et donc, du coup, de permettre aux commerçants de pouvoir booster, en fait, sur des timings de leur choix, des offres, pour attirer un plus large public. Et donc, on avait quelques partenariats, mais on n'avait pas la base d'utilisateurs suffisamment conséquente pour que ces commerces-là décident d'investir. Et donc, on s'est arrêté au moment de la levée de fonds parce qu'on a vu que c'était trop compliqué, qu'on avait déjà brûlé un maximum de cash personnel. Et donc voilà, et effectivement,
Je pense Attends, que avant de passer à la suite, Ouais. ça veut dire que ce projet, tu l'avais lancé sans vraiment te soucier du business model pour le kiff. Enfin, comme tous les autres. Par passion, Tous exactement. les autres, En à chaque fait, fois, tu lances pour le plaisir, tu t'amuses et... ouais, c'était de me challenger, c'était de me dire, je vais apprendre à faire une app, on va partir de zéro, je vais faire tout le produit intégralement. Donc le produit, pendant 1 an, j'ai travaillé dessus. Je l'ai beaucoup recommencé parce que la première version, au bout de 3 mois, je la trouvais dégueulasse. Donc je me suis dit, on va redémarrer. Donc je suis arrivé à un modèle à la fin qui ressemblait quand même à quelque chose, avec, je pense, une très bonne expérience utilisateur, etc. Je me suis formé vraiment à tous ces sujets-là. Et notamment de sujets dont je pourrais parler pendant des heures, du nudge, qui est comment est-ce qu'on hack les cerveaux et comment est-ce qu'on déploie des incitations douces pour favoriser un passage à l'acte. Donc comment est-ce que je fais en sorte que j'ai un maximum d'utilisateurs qui arrivent sur l'application, comment j'en ai un maximum qui viendront créer un plan, qui viendront en rejoindre un. Donc il y a plein de petits hacks, de phrases, de choses qui vont favoriser tout ça. Donc, bref, j'avais creusé vraiment le sujet pendant 1 an. Mais j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables. Je pense que j'ai coché toutes les cases. S'il y a une to-do list de toutes les conneries et de toutes les erreurs à ne pas faire, je pense que je remplis toute la feuille. Cette to-do list, je pense qu'elle existe que quand tu l'as fait, non? Exactement. Je pense que tu finis par toutes les faire. Tu peux pas prévoir. Ouais. Tu découvres, donc en fait, et là, t'es vraiment sur une découverte où t'as aucun référentiel, t'as que des mauvaises pratiques. Donc bon, tu les accumules. Au bout d'un moment, tu te dis, c'est extraordinaire parce que je les enchaîne et au final, j'ai l'impression que ça a été que des mauvais choix. Et encore avec du recul aujourd'hui, c'est plus facile d'avoir un regard critique, mais c'est vraiment une accumulation de ça. Et du coup, forcément, ça a généré beaucoup de frustration parce qu'on avait l'ambition de créer un Snapchat bis, enfin d'arriver à ce même niveau de succès. Donc on a tout de suite beaucoup cru en notre projet et en s'y investissant massivement. Et en fait, on s'est rendu à la conclusion qu'il nous manquait quand même beaucoup de cases. Moi, personnellement, qui me manquait aussi de la formation, que j'avais pas la vision générique qu'il me fallait. Je pense que être fondateur, c'est aussi ça. C'est pas forcément être expert ou spécialiste d'un sujet, mais c'est d'être généraliste. Donc, de pouvoir parler de finance, de pouvoir parler de légal, de web. Enfin, voilà, de comprendre un peu tous les sujets et de les avoir creusés un tout petit peu pour savoir de quoi on parle. Et de ces expériences-là, je me suis dit, il me faut un bagage un peu plus solide. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de rejoindre un master d'entrepreneuriat, où je me suis dit, ça me permettra vraiment d'avoir la vue 360. Et c'est effectivement au début de cette année-là que je devais arriver avec un projet entrepreneurial en démarrant de zéro. Et sur lequel, à ce moment-là, j'ai parlé au mari de ma sœur qui devait revenir des États-Unis et avec qui je me suis lancé, donc qui est aujourd'hui le CEO de Granny. Et on s'est parlé tout un été de différents projets pour l'écologie, pour la santé, sur la silver economy, comment est-ce qu'on aide les seniors justement à passer plus de temps qualitatif avec des jeunes qui ont aujourd'hui du temps à donner. Enfin, il y a plein de projets, il y a plein d'idées sur lesquelles on voulait aller. Ce qui nous reliait, c'est qu'on était passionnés de technologie. Donc il fallait qu'on se retrouve sur un sujet tech. Ça pourrait être au service de beaucoup de causes, mais la cause environnementale, on voyait que finalement il y avait peu de choses qui existaient. Et juste une question. Parce que t'as parlé de marketing, t'as parlé de nudge, mais t'aurais pu dire en fait, on va juste vendre un produit. On a tous les deux envie de lancer un projet, on pourrait faire... Enfin, il te fallait une cause? Ou si seulement si vous étiez dit, alors ça, c'est sûr, tout le monde l'achète, vous y seriez allé? Je pense qu'il nous fallait... c'est vrai que j'ai pas fait la passerelle, mais en fait, moi, je suis passé en tant que stagiaire, donc sur un rôle qui était relativement restreint. Mais Alexis et Mathieu, donc mes 2 autres associés, ont travaillé chez WeThings, qui est une startup qui fabrique des objets connectés dans la santé, donc des best personnes connectées, des tensiomètres, des montres, etc. Et ces objets permettent de traquer des données, de restituer ces données aux individus pour qu'ils puissent avoir une meilleure hygiène de vie et être en meilleure santé. C'est de rendre la santé accessible à tous. Et on s'est dit, de ce point de vue-là, la data, la technologie, tout ce qui existe, ça peut être mis au service de beaucoup de causes. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit, sur l'écologie, il y a quelque chose qui est très net, c'est qu'on nous parle tout le temps de tonnes de CO2, en disant, un Français, c'est 10 tonnes, il faudrait être à 2 tonnes pour s'aligner sur les accords de Paris. Oui, mais personne se mesure. Qu'est-ce que ça Qui se mesure? Si j'arrête 100 personnes dans la rue, qui va pouvoir me dire, aujourd'hui, je suis plutôt à 6 tonnes, à 12 tonnes, à 15 tonnes? Personne ne le sait. Et donc, on a des ordres de grandeur, on sait ce qu'il faut faire, mais si personne se suit, à un moment, il se passe rien. Et donc,
on s'est dit de façon très naturelle, et je pense que c'est pour ça que la passerelle a été très évidente entre la première expérience chez WeThings et Greenly, c'est qu'on s'est dit, aujourd'hui, cette technologie-là, cette intelligence-là peut servir différentes causes. Celle de l'environnement nous semblait être très importante et urgente, puisqu'on parle du défi du siècle. Et à ce moment-là, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut servir les particuliers, les individus? C'était le premier modèle de Greenly. Et donc, on a commencé avec cette application en B2C, en automatisant le plus possible le calcul des émissions, donc avec une technologie de reconnaissance qui se basait sur les informations bancaires de l'individu. Et donc, voilà. Donc, servir une cause, je pense que c'était effectivement notre ambition. C'était de se dire comment est-ce qu'on fait quelque chose d'intéressant. On aurait pu faire des NFT, on aurait pu faire d'autres choses, mais nous, ça nous semblait, je pense qu'à un moment, il faut aussi se retrouver sur des combats dans la vie. En tout cas, moi, je trouve ça passionnant et génial de pouvoir servir un combat et une cause. Donc, je pense que c'est ce qui, tous les trois, nous réunissait aussi dans cette aventure. Et voilà. Donc, et ensuite, il y a eu différents modèles, différentes façons de le faire, mais en tout cas, servir la cause environnementale avec de la technologie, je trouve que c'est un défi passionnant. Et c'était quoi alors vous aviez une ambition globale, c'était d'aider à réduire l'empreinte carbone, mais c'était quoi votre vision, votre ambition pour Greenly? C'était une boîte qui se revendait dans 5 ans, c'était un empire familial parce que c'était ta famille, comment est-ce que vous aviez réfléchi à ça déjà? Je pense que dès le premier jour de l'aventure, on a marqué une ambition en disant on va servir la cause, mais à l'échelle globale. On avait tout de suite cette envie-là. On l'a pitché d'ailleurs aux premiers salariés qui au début devaient se dire qu'on était complètement tarés et à côté de la plaque, complètement fous. Il y en a certains, et d'ailleurs je pense qu'ils l'ont vraiment pensé à l'époque et qui le racontent avec humour aujourd'hui. Mais en disant, on va créer une application mobile, ça va être un produit à l'échelle mondiale, on va faire le Yuka du carbone, donc ça va marcher, on va commencer sur la France et rapidement on sera dans tous les pays du monde avec des centaines de millions d'utilisateurs. Bon, évidemment, c'est confronté. Vous avez un peu de fonds propres que vous avez insufflé. Exactement. On avait une première levée de fonds de 500 000 euros, donc ça nous permettait. Au début, on avait des slides et un semblant de produit sur Figma que j'avais complètement designé et imaginé en termes de produits. Des utilisateurs ou pas? On avait des utilisateurs, on est arrivé à 50 000 utilisateurs, donc on a quand même trouvé une cible. On a eu la chance, et là aussi parce qu'on était sur un produit innovant, d'avoir le soutien de la presse, donc on réussissait à avoir une très bonne communication et beaucoup de relais là-dessus. Donc on a eu des superbes émissions à l'époque, du France Inter, beaucoup de radio, beaucoup de télé qui parlaient de nous et qui trouvaient ça assez génial. Donc là-dessus on a eu on va dire un peu un lancement intéressant. Bon après voilà, c'est un modèle sur lequel on a marqué une très grande ambition, mais il y a aussi la réalité du terrain où on est sur un sujet relativement nouveau, avec quand même une friction très importante au démarrage, qui est le fait de synchroniser ses comptes bancaires. Ouais. Il y a beaucoup de gens, je crois qu'on avait entre 25 et 30% d'utilisateurs qui arrivaient à l'étape de la synchronisation. Donc on en perdait beaucoup en chemin parce que certains se disaient, mais attends, Greenly, qui est cet acteur et qu'est-ce qu'ils vont faire de mes données bancaires? Donc il fallait beaucoup réassurer, expliquer le pourquoi du comment, ce qu'on allait voir dans les informations bancaires, etc. Donc voilà, on avait une très grande ambition. On a vu au bout d'un moment quand même que par rapport à cette ambition initiale, on n'était peut-être pas au résultat qu'on attendait. Juste pour reprendre excuse-moi de te couper, mais pour réexpliquer, parce qu'en fait, toi, comme entrepreneur, ça te paraît hyper logique. Vous avez lancé, ça y est, t'arrives à lever 500 000 euros. Concrètement, vous êtes 3 associés. Vous dites, on pense qu'il y a un besoin d'aider les gens à savoir leur empreinte carbone, leur donner les data un peu comme WeThings pour qu'ils puissent agir. Toi, tu développes un produit, une première version. Tu arrives à avoir des early adopters, des premiers utilisateurs, tu dis jusqu'à 50 000 grâce à de la communication, mais potentiellement grâce à d'autres trucs. Et là, tu vas voir tes investisseurs en disant, voilà, on a des gens qui sont intéressés pour l'empreinte carbone, j'ai un produit, donnez-moi 500 000 euros pour que je le développe et que je continue à avancer. Exactement. On n'a pas eu les 50 000 utilisateurs tout de suite, ça c'est à la fin, mais on a commencé par 2 000, 3 000, 5 000, etc. Donc,
en fait, là-dessus, il y a la question de comment est-ce que je fais de l'acquisition sur ces premières personnes. Donc évidemment, il y a différents leviers. Il y a le fait d'investir dans de l'ADS. Ça, c'est le modèle que je déconseille parce qu'on peut cramer beaucoup, donner beaucoup d'argent à Google, aux plateformes, Facebook et compagnie, et pas forcément voir un grand retour sur investissement, ou alors avoir quelque chose qui est peu qualitatif. Beaucoup d'inscrits, mais peu de gens qui vont réellement utiliser, plutôt des curieux. Et donc, il faut réussir à fédérer. Et tout ce que j'avais appris justement sur les créations de communautés et sur l'engagement de communauté m'a beaucoup servi. Parce qu'en fait, j'ai utilisé des choses que j'avais aussi entendues par le passé. Je pense à l'exemple de Yubo, une application où en l'occurrence, pour faire de l'acquisition, ils avaient trouvé quelques concepts assez ingénieux, notamment le fait de créer des comptes Tinder de profils très attractifs qui ensuite allaient pouvoir raconter. Il y avait tout un storytelling autour de ces utilisateurs fake sur des plateformes telles que Tinder, des réseaux de rencontres, et où derrière, ils pouvaient justement, dans le storytelling, faire installer l'application, avoir des retours et des retours d'utilisateurs sur ce qui marchait, sur ce qui marchait pas, ce qui pouvait être amélioré, etc. Donc, eux ont, de façon assez ingénieuse, utilisé différents canaux pour là-dessus faire gagner en visibilité, gagner en notoriété et avoir les premiers utilisateurs. Et nous, dans ce modèle-là, on n'est pas allé sur Tinder, mais on est allé sur des réseaux Instagram et on voyait qu'il y avait des communautés très actives sur les sujets environnementaux, de jeunes, d'étudiants qui avaient envie de s'engager, qui informaient avec des contenus éducatif sur le réchauffement climatique, sur comment chacun peut faire sa part, comment les entreprises peuvent participer au combat. Il y avait différents angles et beaucoup de jeunes médias qui sortaient. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, OK, les communautés sont sur Instagram, donc on va se servir de la puissance des réseaux. Et à ce moment-là, via le compte de Greenly, via cette application-là, on allait donc sur le même modèle s'abonner à des tonnes de personnes soucieuses de ces sujets-là, qu'on allait engager là aussi avec du contenu nudgé, donc c'est-à-dire des approches où on allait leur dire qu'en gros, ils allaient devenir associés et cofondateurs avec nous de cette application. Donc on voulait les engager et les faire vraiment participer au projet en les mettant vraiment en position de leader sur l'aventure. Et donc on a réussi à fédérer de plus en plus de personnes qui étaient ravis de pouvoir s'associer, de pouvoir dire qu'ils étaient associés Greenly, associés du projet Greenly, etc. Et donc là-dessus, ça nous permettait aussi de nourrir notre roadmap produit, d'avoir des retours d'utilisateurs. C'était de l'acquisition gratuite, c'est-à-dire que ça nous a pas coûté 1 euro. On a commencé comme ça et là-dessus, c'est juste un peu du temps homme où il faut effectivement aller engager ses profils, envoyer les premiers messages, répondre activement à la discussion, parce que si tu réponds 8 heures après, forcément tu perds en engagement. Et donc voilà. Et ça, c'est des très bons modèles pour arriver à 10 000 utilisateurs. Et sans que ça coûte trop cher. Donc après, évidemment, tu peux passer à l'échelle avec de l'ADS et avec beaucoup d'autres mécanismes. Mais c'est un modèle où tu peux aller tester ton idée. Et je me souviens aussi là, pour reprendre cet épisode de Yubo, je crois que c'était dans La Galère, mais il faudrait vérifier. Et il disait qu'en fait, ces méthodes-là fonctionnaient très bien pour faire de 0 à 10 000 et qu'ensuite, à 10 000, il fallait que la magie opère. Et si ton application, elle scale pas et qu'ensuite, t'as pas des utilisateurs qui arrivent de façon complètement organique, c'est qu'il y a un problème et que ton modèle est peut-être destiné à mourir. Et donc, si ça fait des boules de neige. Mais c'est un palier qui te permet normalement, si tu as un concept qui est suffisamment pertinent avec un très bon produit, d'arriver et de passer à l'échelle avec du 20 000, 30 000, etc. Et d'où l'importance de l'effet de réseau. Une fois que tu as une application qui fonctionne avec des utilisateurs, comment est-ce qu'un utilisateur t'en rapporte 3 autres? Et donc ça, il faut créer les mécanismes, il faut voir comment est-ce que tu crées des boucles de viralité et comment tu réussis à ce que chacun ait vraiment l'envie par-dessus tout d'inviter un collègue, un ami, quelqu'un de la famille, etc. Donc on avait testé là aussi beaucoup de choses avec de la comparaison, avec la possibilité de se suivre, de se recommander des alternatives plus vertueuses. Enfin voilà, on avait imaginé beaucoup de choses. Ça n'a pas été très concluant, mais voilà, je pense qu'il faut vraiment mettre un maximum d'intelligence, lire un maximum de livres et de ressources sur le nudge parce que c'est des modèles qui ont fait leurs preuves. Il y a l'exemple de Booking qui est très connu sur le fait qu'il reste qu'une offre sur une annonce et que tu as 217 personnes qui sont en train de consulter l'offre. Ça crée un sentiment d'urgence. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors ta carte bleue et tu vas vite réserver ta chambre d'hôtel pour cet été.
Tu as effectivement les réseaux sociaux qui en abusent. Là aussi, un reportage sur Netflix qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée et qui te montre comment tu peux utiliser ces modèles-là de sciences comportementales avec un effet négatif. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui te permettent en tout cas d'activer et d'avoir une rampe de lancement sur des mécanismes simples, mais où tu vas tout miser sur cette science comportementale. Trop stylé. Avant de repasser à Greenly, mais en fait, j'ai une question que je m'étais dit non, je vais pas lui poser, ça n'a pas trop de sens. Mais comme j'ai vu qu'en fait, tu étais fan de com, de marketing, un sentiment que j'ai sur ça, et tu l'as dit un peu toi-même, c'est que c'est quasiment trop facile. En fait, quand tu as les sciences comportementales, j'ai l'impression qu'on peut vendre à peu près tout et n'importe quoi, n'importe qui, parce qu'on sait exactement comment fonctionne le cerveau. Et pour moi, c'est un immense problème éthique et quand tu vends l'empreinte carbone, super, mais si tu vends des trucs qui te servent à rien, en fait, moi, et ma question, c'est comment tu trouves, comment tu te places face à ça et comment on limite ça? Parce que même en étant au courant, on se fait avoir, quoi. Ce truc-là, genre, je sais pas si tu vois. Complètement. Et moi, j'en avais même fait un sujet de mémoire de fin d'année tellement ça me passionnait, et justement sur la création d'un cadre pour modérer ça. Un exemple très parlant, c'est celui de TikTok qui a développé tout un modèle de scrolling l'infinite scroll, et qui là aussi te régénère en contenu systématiquement, ce qui fait que même sur des formats très courts, t'en regardes un certain nombre et au final, tu te retrouves avec 4-5 heures dans la vue parce que tu t'es laissé happer par un algorithme qui t'a proposé les bons contenus, qui te connaît par cœur et qui sait qu'après avoir vu 3 fois cette vidéo-là et de l'avoir vue jusqu'au bout, ils vont pouvoir t'en envoyer à la chaîne. Et donc, il y a la question effectivement de comment on modère ça, qui est passionnante. Par exemple, il y a eu des choses qui ont été mises en place sur TikTok à partir d'une certaine heure. Il y a des contenus qui sont proposés et où on te dit il est tard, pense à te reposer et à te ressourcer parce que ça fait longtemps que tu es sur l'application. C'est des choses qui ont été forcées auprès de TikTok en disant là il y a un gros problème, vous êtes en train de pulvériser et de complètement de prendre le contrôle des cerveaux. Il y a des jeunes qui dorment plus la nuit, qui se retrouvent à dormir 2-3 heures et aller en cours ensuite parce qu'ils ont passé la nuit sur TikTok et qu'ils n'ont pas vu le temps passer, tellement le produit est addictif. Donc, vous devez faire des messages de warning et de rappel, un peu comme ce qu'on voit sur l'alcool. Attention à ne pas trop boire, parce que sinon, ça va être mauvais pour la santé, pour la clope. Donc là, on commence à le voir arriver et on commence à se dire, toutes ces choses-là sont pas normales et si c'est utilisé à mauvais escient, ça peut quand même être une catastrophe. Et on le voit dans plein de modèles. Donc, voilà, il y a, moi, je recommande en tout cas à tout le monde de s'informer là-dessus, déjà pour être conscient de ce qui est mis en place pour nous faire passer à l'acte. Ouais. Alors, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, mais de se dire, attention, là, ils sont en train de jouer avec mes neurones, avec ma matière grise, d'une part, et ensuite de se dire, comment est-ce que moi, j'utilise cette force-là pour l'appliquer dans tous les mondes. Et aujourd'hui, peu importe le secteur d'activité dans lequel on évolue, ou peu importe la branche dans laquelle on évolue, c'est pas qu'un sujet marketing, c'est un sujet sales, parce que comment est-ce que je vais convertir mieux sur tout mon pipe, sur toute de la phase de la génération du lead jusqu'au closing, comment est-ce que je vais améliorer mes chiffres, donc quels sont les slides que je vais pouvoir rajouter dans mon pitch deck qui vont avoir un effet positif sur le prospect qui va ensuite plus facilement choisir ma solution, comment est-ce que je vais mieux closer, quelles sont les phrases que je vais pouvoir intégrer dans le pitch et qui vont avoir un effet waouh et qui vont capter l'attention. Donc dans les sujets sales, c'est présent. Dans les sujets produits, il y en a de partout. Comment est-ce que tu crées de l'engagement sur ton produit? Comment est-ce que tu crées de la récurrence? Comment est-ce que tu fais en sorte que les gens cliquent sur tel bouton et pas sur un autre? Donc il y a 1 milliard de sujets évidemment sur le product design et le produit. Tu l'as côté marketing sur les sujets web de conversion entre ta homepage et ta page de demande de démo. T'en as partout, t'en as dans tous les mondes. Donc voilà, si moi il faut retenir une chose de ce podcast-là, c'est lisez toute la littérature, système A, système B, je crois que c'est Daniel Kahneman, des livres qui sont plus actionnables avec en tout cas beaucoup d'exemples qui vous montreront tous les cas de figure de comment ça peut être utilisé à bon escient pour augmenter par exemple le don d'organes. Il y a des choses comme ça qui ont été mises en place d'un point de vue société et qui là aussi ont eu des résultats très très concluants. Mais voilà, où tous les cas de figure sont présentés et après vous pouvez aller sur du Étienne Bressou et des choses qui sont plus orientées sur l'environnement et là aussi il y a des très très bons exemples, des très très bons modèles qui pourraient en inspirer beaucoup.
Mais voilà, je pense que dans sa vie, c'est important de pouvoir se dire que on est capable d'inciter sur des tonnes d'actions. Ça peut marcher pour un date, ça peut marcher pour la création d'une entreprise, ça peut marcher pour l'obtention d'un appartement. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui pourront fonctionner comme bonne plateforme de test et ça a des résultats assez extraordinaires. Trop intéressant, merci beaucoup. Je mettrai tout ce dont tu as parlé derrière vos écrans de fumée, des système A, système B. Je mettrai tout ça dans le lien. Et ben on peut revenir à Greenly alors. Et donc au début tu fais du B2C et comment tu finis finalement à faire du B2B et qu'est-ce qui se passe par la suite? Alors la transition, à un moment, on a l'ambition d'engager un maximum d'individus, mais bon, il y a évidemment la question du business model qui se pose aussi et qui rentre en ligne de mire, surtout quand on commence à avoir une première poche d'investissement et des business angels qui suivent notre aventure. En fait, je dirais que tout s'est fait assez naturellement. On n'a pas c'est plutôt des opportunités qui sont présentées à nous et qu'on a vraiment sur lesquelles on a su se reposer. Premier modèle, c'était les individus. Rapidement, on a des acteurs bancaires qui sont venus nous voir en nous disant, nous, cette information, on a envie de la partager à tous nos clients en banque. Donc en fait, on a commencé avec BNP Paribas. Et en fait, est directement intégré dans l'application mobile de l'utilisateur d'une banque qui normalement surveille ses dépenses, qui l'utilise au quotidien ou de façon hebdo pour aller faire des virements, pour aller suivre sa situation financière. Et en fait, les acteurs bancaires soucieux de déployer une mesure carbone et de sensibiliser sur les enjeux climatiques trouvaient ça génial d'ajouter un onglet ou une interface empreinte carbone sur laquelle, vu que les comptes sont déjà plugués, donc en plus on lève cette friction-là, on va pouvoir intégrer plus d'informations là-dessus et éduquer, partager du contenu pour aider les individus à mieux faire. Nous, là-dessus, on trouve ça très pertinent parce que ça nous permet de passer à l'échelle. Plutôt que de parler à 50 000 utilisateurs, d'un coup de parler à 3, 4, 5 millions d'utilisateurs. BNP, c'était entre 3 et 5 millions. On a accompagné une vingtaine de banques. Donc, à la fin, je pense qu'on a éduqué 20 millions de personnes sur la question de la mesure de l'empreinte carbone individuelle. Et à l'issue de ça, on s'est dit, OK, on a deux modèles. Un modèle d'app Greenly, un modèle plus en marque blanche qu'on déploie un peu dans toutes les banques. Le problème là, c'est que dans les deux cas, dans un cas, on avait zéro revenu, c'était un modèle freemium sur lequel on gagnait très très peu. Dans le deuxième modèle des banques, modèle très insaisissable, instable, sur lequel on peut vendre très vite et déployer très vite, mais où par moment, la réalité de certains acteurs bancaires, c'est que les discussions peuvent s'éterniser et prendre parfois 2-3 ans. Et donc, à ce moment-là, c'est difficile d'avoir quelque chose de complètement stable sur lequel on va pouvoir aussi scaler. Et nous, notre ambition, c'était d'avoir toujours plus d'impact et de voir comment est-ce qu'on pouvait avoir un maximum de tonnes de carbone sous gestion. Et donc, rapidement, s'est présenté à nous un troisième modèle. Je crois que c'était France Digital, le premier acteur à nous dire on veut faire le bilan carbone de notre événement. Est-ce que ce que vous avez déjà conçu nous permettrait de le faire à un prix abordable ? Et la réponse était non. À ce moment-là, on n'avait pas du tout l'interface et le produit qui était pensé pour faire un bilan carbone. Un bilan carbone, c'est quelque chose qui est très normé, sur lequel il y a des méthodologies, sur lequel il y a un calcul qui est précis, robuste. Et donc, à partir de là, on s'est dit, il faut qu'on conçoive un produit de toutes pièces et qui pourrait répondre aux demandes et aux besoins de nombreuses entreprises en France. Et donc, on a eu des sons de cloche. Plusieurs acteurs de la tech, notamment French Tech 120, qui nous disaient nous on a reçu des propositions pour faire des bilans carbone, mais souvent à des prix astronomiques, en passant par des cabinets de conseil avec du temps homme. Et donc à ce moment-là, on a reçu des demandes et il fallait qu'on invente un nouveau modèle. Et c'est en ça qu'est né le modèle du coup sur lequel aujourd'hui toute une société repose, qui est le modèle des entreprises et du bilan carbone. Incroyable. Et donc en fait là tu t'identifies via ce pivot un nouveau problème qui est faire des bilans carbone à bas coût. Exactement.
et du passage à l'échelle où on accompagne au début de façon très manuelle parce que le produit, il est ce qu'il est et on commence à le vendre alors qu'on n'a pas le produit, donc ça devient un peu une course frénétique sur le fait d'arriver à contenter en plus les premiers clients qui nous ont fait confiance. Donc à ce moment-là, on a un CTO qui est extraordinaire et qui a conçu la plateforme en un temps record. Et ensuite, effectivement, on se pose la question. Donc au début, on mettait des experts climat, des personnes qui allaient faire ces calculs de façon assez manuelle pour pallier au fait que notre technologie était ce qu'elle était. Et au petit à petit, il y a eu toute la question de l'échelle, de comment est-ce qu'on accompagne 100, puis 400, puis 1000, puis 2000 clients aujourd'hui. Donc à la fois avec une plateforme et une technologie qui nous permet d'aller très vite sur la photographie des émissions, mais ensuite une couche avec des experts climat, une partie plus consulting intégré, qui là permet, comme le feraient des diététiciens, nous je considère qu'on a des diététiciens climat en interne, et qui vont justement aider l'entreprise à réduire ses émissions. On se contente pas juste de faire la photo et de dire vous avez émis tant de tonnes de CO2 et de mettre ça ensuite au placard et de dire on se reverra plus tard. On est là dans la deuxième brique, on accompagne, on conseille et on donne des plans d'action, on définit une feuille de route pour que l'entreprise réduise ses émissions considérablement sur la durée. Et donc on a une approche qui se veut vraiment 360 de bout en bout pour aller décarboner les entreprises. Et on pense que c'est là-dessus qu'on pourra avoir un maximum d'impact. C'est beau. Donc là, en fait, tu as répondu à la question. Aujourd'hui, c'est quoi Greenly, quoi? Voilà, aujourd'hui, Greenly, c'est 200 personnes. On est dans 3 pays avec 3 bureaux aux États-Unis, donc en Royaume-Uni et en France. Ouais. On a 2000 clients avec toutes les tailles d'entreprise, tous les secteurs d'activité qui sont représentés. C'est ça qui fait la richesse de Greenly, c'est qu'on connaît maintenant tous les cas de figure. On a par exemple un label de musique de 2 personnes, avec 2 personnes qui ont envie d'aider leur artiste à mieux faire pour la planète, à mieux se déplacer, à mieux produire, etc. Donc c'est un cas de figure très particulier, mais au milieu de ça, on a aussi du Pernod Ricard, on a du Lacoste, on a des très grands groupes maintenant qui décident de passer par ce modèle digitalisé, qui apporte beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de data. Et donc, voilà, on est en train de s'adresser au final à tous les mondes. Donc voilà où nous en sommes. On vient de lever 52 millions de dollars avec l'ambition d'être partout en Europe. Donc on a lancé les pays nordiques, on a l'ambition de faire tout le reste de l'Europe rapidement. Et d'accélérer sur les États-Unis. Donc voilà, on n'a pas de limite d'ambition. On a un modèle qui se calque pas mal sur ce qu'a fait HubSpot en tant que CRM. Donc il y a beaucoup de code, il y a beaucoup de choses d'un point de vue marketing qu'on est en train de reprendre. Et en termes d'accessibilité de la solution aussi, on veut qu'elle soit facilement, qu'elle puisse facilement être prise en main. Et qu'elle accompagne tous les niveaux de maturité dans l'entreprise. Il y a des gens qui sont très novices, des gens qui sont c'est pas un responsable RSE qui va faire ça toute la journée, donc il faut qu'ils puissent prendre en main l'outil très rapidement et sortir un bilan carbone rapidement et facilement. Et aussi bien des responsables RSE où parfois il y a des équipes de 3 ou 4 personnes et qui eux ont un niveau d'attente et une exigence qui est très 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 poussé et où à ce moment-là il faut pouvoir montrer que l'outil est précis, granulaire et qu'on va être capable de s'adapter à tous les cas de figure, donc de pouvoir vraiment descendre dans des couches très extrêmes et c'est ça qu'on est en train de construire, donc voilà, un modèle qui se veut HubSpotisable. Très très belle aventure. Ça a été quoi les gros défis chez Greenly pour réussir à en arriver là, et comment tu les as surmontés toi en tant que fondateur? Il y a eu beaucoup de grands défis. Je pense qu'à chaque quarter, son lot de défis. Il y en a eu un certain nombre. Non, il y a eu déjà le fait de construire un produit. On a commencé. Alors, je pense qu'il faut aussi choisir sa cible de façon très précise et définir un ICP clair. Ouais. Donc un profil idéal de client. Nous, on a commencé vraiment par les TPE, PME en se mettant plutôt sur la branche technologique parce qu'on voyait que c'était un cas de figure simple sur la question de la comptabilité carbone. Et petit à petit, on l'a étendu en se disant, on va créer finalement une branche qui va être que sur la food, une branche que sur le retail, etc.
Donc bon, voilà. Après, il fallait construire évidemment le produit. Donc là, on était sur un modèle très itératif. Il fallait être très agile, très flexible, prendre un maximum de feedback. Au début, les feedbacks étaient forcément assez négatifs, puisqu'on avait vendu le produit en promettant mondes et merveilles et en ayant finalement pas grand-chose. Donc il fallait tout développer. Et on était évidemment très en retard sur les promesses. Donc bon, voilà, c'était évidemment une période qui était compliquée, mais sur lequel on a réussi à bâtir une première couche et un premier modèle qui tournait bien, qui a très bien marché pour des petits et moyens acteurs. Ensuite, s'est posé la question de la mise à l'échelle. Comment est-ce qu'on est capable de passer de 50 entreprises à 500 puis à 1000? Donc là, ça demande de passer beaucoup de temps sur les process. Quel est le rôle de la plateforme? Et même Quel est le rôle en interne, ça veut dire que tu grandis en plus. Exactement, et tu grandis évidemment. Nous, on a été la plus grosse croissance de 2023, si j'ai pas de bêtises, ou 2022 en termes de start-up. On a fait 423% de croissance, donc c'est plus que toutes les entreprises, en passant d'une petite structure qui avait des modèles très simples sur lequel on est une 5-6, exactement une dizaine de personnes assez vite, mais où d'un coup on passe à 120. Donc évidemment, ça demande de passer de là aussi de rester, je pense, très longuement et le plus possible en tant que fondateur dans les process de recrutement. C'est quelque chose qu'il faut pas déléguer. Il y a une culture, il y a une vision, il y a une ambition, et ça, c'est les fondateurs qui le portent le mieux. Donc nous, on est resté très tardivement dans des process, qui nous a pas empêché de faire des erreurs. Mais on pense que grâce à ce modèle-là, on a quand même réussi aujourd'hui à créer chez Greenly une culture d'entreprise qui est très forte, sur lequel il y a quand même beaucoup de réussite et des gens qui s'apprécient, qui s'aiment dans la vie et qui sont contents de se voir en dehors du travail. Beaucoup de gens qui passent leurs vacances ensemble, etc. Donc on a un ADN qui est très fort. Et donc voilà, évidemment la phase de scaling, de recrutement, de processer, de créer des équipes qui sont agiles, qui sont capables de déployer à grande vitesse, mais en structurant en même temps. Donc c'est évidemment beaucoup de à ce moment-là de défis. Comment est-ce qu'on répond toujours au volume de clients qui ne fait que grandir? Et après voilà, et en fait en fonction de chaque phase il y a des nouveaux défis, il y a des nouveaux problèmes. En fin d'année on était plutôt sur des questions de crédibilité et de comment est-ce qu'on réussit à se mettre en conformité avec des associations. Il y avait beaucoup de sujets de lobbying et finalement assez politiques, parce que on arrive, qu'on a nos codes, qu'on veut aller très vite, mais à un moment on comprend aussi qu'il y a un univers autour du carbone avec des règles, avec une sémantique qui est très précise, et où effectivement on a eu quelques problèmes plutôt vraiment de crédibilité, et où il a fallu se remettre à l'endroit. Donc ça a été là aussi beaucoup d'autres défis pour nous. Mais voilà, il y a beaucoup de phases, il y a beaucoup de choses dont sur lesquelles je pourrais rentrer dans le détail. Mais le plus important, c'est vraiment, je pense là aussi, c'est d'avoir cette faculté à sortir de sa zone de confort, de se dire que à chaque étape, à chaque cycle, on va rencontrer un nouveau lot de problèmes, et de voir là aussi d'aller challenger la vision, de se dire moi je ferai comme ça, mais je vais quand même aller tout de suite demander à des gens de mon entourage, à des mentors. Je pense que c'est hyper important d'aller chercher des mentors, de s'entourer de gens qui ont déjà traversé différents cycles, différentes phases, et d'aller poser, de pas avoir peur d'aller poser un maximum de questions. Moi, je pense que j'ai rongé un certain nombre de personnes autour de moi, et j'en suis désolé pour ceux qui arriveront sur ce podcast. C'est l'occasion de présenter ses excuses, mais d'aller poser 10 questions sur toi, t'aurais fait ça comment? Et nous, on a ce cas de figure-là, et toi, comment tu? Donc, à prendre des demi-heures par-ci, par-là, d'aller prendre des cafés, d'aller déjeuner, c'est pas du temps de perdu, c'est du temps de gagner justement sur des solutions et des problèmes qui ont déjà été rencontrés, et sur des solutions qui ont déjà été amenées. Et moi, j'ai essayé à côté du travail, dès que j'ai pu sortir un peu de l'opérationnel, d'aller me former le plus vite possible et prendre un maximum d'informations auprès de boîtes en fonction de leur cycle, pour aller coller le plus possible à notre cycle et à nos problématiques au jour le jour. Je partage complètement ce que tu viens de dire. Sur aller chercher des conseils et des mentors, c'est une des clés, je pense, absolues, mais même en dehors du travail.
Je me dis, Surtout. dès que tu te lances sur quelque chose et que t'es pas un expert, C'est, y a rien de mieux que ça, quoi. je pense qu'il faut profiter du fait que beaucoup se soient cassés la gueule en investissant parfois beaucoup d'argent, en faisant beaucoup d'erreurs, pour se dire, bah moi, si je peux être malin et surfer sur les échecs des autres pour que ce soit une réussite pour moi, autant y aller avec la main sur le cœur. Et donc moi, j'ai posé beaucoup de questions, même notamment, tu vois, en ce moment sur des prestataires, sur les bonnes personnes avec qui travailler, si on externalise une partie du travail, d'aller demander les recos, les intros, etc. pour gagner du temps et se limiter dans la marge d'erreur. Et t'as déjà dit un conseil, du coup, c'est de... Non, je voulais réagir à ce que tu as dit tout à l'heure. C'est marrant parce qu'en fait, ça veut dire que tu continues à faire ce qui te passionne, à savoir apprendre, à savoir sortir de ta zone de confort. Je pense que le fait d'être passionné, c'est une première clé, le fait d'aller chercher des conseils. Mais si tu as des conseils à donner à ceux qui veulent se lancer, en fait, j'ai l'impression qu'autour de moi, même, on en entend beaucoup, on a beaucoup envie de se lancer. Mais concrètement, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ceux qui veulent faire, qui ont peut-être même des idées? Qu'est-ce que tu leur dis? Je vais essayer de sortir un peu de toutes les phrases qu'on entend, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup maintenant de gens qui donnent un peu des repères, très high level, etc. On va dire de choses plus de mindset, etc. Et sachant qu'il y a un très gros biais que j'ai vu intéressant sur, en fait, une fois que tu as réussi, ça y est, t'es en orbite. Et c'est dur de sortir, entre guillemets, d'aller dans la catégorie réussite. Et ensuite, une fois que t'es en haut, tu peux balancer tous les conseils que tu veux, on t'écoutera parce que t'as réussi. Et donc, pardon, je pense qu'il y a un point qui est hyper important, et je vois qu'il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui prennent pas cette voie-là. C'est hyper important de rester très opérationnel au début. Après, c'est un autre apprentissage, il y a différents cycles, et de sortir de l'opérationnel, mais au début, tu peux confier toutes les responsabilités en dehors. Tu dois faire un site internet, tu peux te dire, je sais pas faire de site internet, je vais demander à un freelance pour 5 000 € d'aller me le faire sur Fiverr. Tu peux le faire. Sauf que l'apprentissage et ce que tu vas apprendre en le faisant, tu auras une flexibilité, une ambition, une exigence vis-à-vis de ce que tu vas produire qui sera pas la même et qui sera pas au même niveau que quelqu'un que tu vas payer et qui aura peut-être 10 ou 15 missions à côté et dont tu vas être un side project pour lui. Toi, ça va être toute ta vie. Donc en fait, à ce moment-là, tu dois faire un site internet pour ta boîte, fais ton site internet. Tu dois faire ta stratégie social media et créer tous tes contenus, c'est à toi de le faire. Parce que tu vas comprendre derrière chaque brique combien de temps ça va prendre, quel est le bon niveau d'exigence et ce que tu peux aller chercher. Et donc, je pense, côté sales, pareil, tu vas à un moment devoir vendre ton produit. Tu peux aller chercher, et nous, c'est une erreur qu'on a fait, de se dire à un moment, on va recruter un head of sales qui a 10 ans d'expérience, qui a fait ça toute sa vie, et qui va en gros nous donner un peu une leçon et nous dire ce qu'il faut faire. La réalité, c'est que la personne que tu vas mettre en tant que head of sales sur un modèle où elle va attendre que les présentations soient faites, que le discours soit rodé, et ensuite d'aller déployer à grande échelle, toute cette partie-là où il faut être hyper agile, hyper flexible et être capable de prendre des décisions radicales sur ton développement produit, sur le fait qu'il faut plutôt faire telle feature que telle feature, etc. La personne qui pourra prendre ces décisions-là et qui aura cette vision-là, ce sera le fondateur qui va dire à un moment on se plante, plutôt que de développer ça, on devrait développer ça parce que moi j'ai 3 personnes qui m'en ont parlé aujourd'hui. Et si tu mets un head of sales, la réponse, ça va être notre produit aujourd'hui n'est pas en capacité de faire ça, donc on va pas pouvoir vous accompagner. Parce que là aussi, il y aurait une honnêteté intellectuelle. Et au moment où on a décidé, par exemple, de remettre un fondateur sur la vente, la façon de gérer le process de vente était complètement différente parce qu'il disait oui à tout. Il disait bien sûr, ça on le fait. La réalité, c'est qu'on n'avait rien. Mais du coup, le coup de fil suivant, c'était vers notre CTO en disant bah là, je pense qu'on devrait plutôt prioriser ça parce que je l'ai eu 3 fois aujourd'hui. Et cette flexibilité-là, cette agilité-là et cette compréhension de ce qu'il faut faire pour répondre à un besoin, c'est là aussi, je pense que ça doit venir des fondateurs, des personnes qui sont en capacité et qui ont la possibilité de prendre des décisions. Donc voilà, il faut à un moment se dire qu'on est tout terrain, qu'on est 360, qu'on se fait mal, que il faut tous mettre les mains dans le moteur et qu'il faut produire, il faut faire, il faut regarder, il faut mettre les mains dedans, et qu'ensuite, quand le modèle a été validé, exploré par les fondateurs et qu'ils ont vu combien de temps devait durer un pitch, combien de temps ça prenait de produire un contenu, combien de temps ça prenait de créer une landing page, et toutes ces choses-là, c'est des choses derrière sur lesquelles tu as tes fondamentaux, tu as tes bases, et le jour où tu recrutes bien et avec un modèle sur lequel tu vas pouvoir bâtir de façon très efficiente.
C'était une très belle leçon. Je te remercie. Non, je te remercie. Donc voilà, et tout ça pour dire ne déléguez pas, surtout au début, même si vous avez un peu levé et que vous vous dites maintenant on va pouvoir investir dans plein de choses extraordinaires. Le travail sera jamais mieux fait que si c'est vous derrière et que si c'est vous qui mettez les mains dans le moteur. Ça m'a marqué dès le début de notre conversation. Est-ce que quand tu lances un projet, en fait, je voulais te demander comment tu gères la peur de l'échec. Mais j'ai l'impression qu'en fait, quand tu lances un projet, tu t'es quasiment certain que ça va marcher. Enfin, comment ça se passe? Et encore aujourd'hui, j'imagine que tu lances des choses. Là, tu m'as dit que vous lanciez un média. Comment ça se passe dans ta tête? La peur de l'échec, vaste sujet. Je pense que c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Moi, j'ai jamais eu cette peur-là. Je pense que quelque chose que j'aurais pu rajouter avant, c'est aussi l'importance d'être humble et de faire preuve d'humilité en toutes circonstances. Quand tu lances quelque chose, quand tu crées un projet, lancer une start-up après 2 ans, c'est 92% de taux d'échec. Il y en a peu qui réussissent, beaucoup qui meurent. Mais en fait, à partir du moment où tu produis intensément, efficacement, et que tu restes humble avec un avis très autocritique sur tout ce que tu fais, en permanence, tu te dis, ce que je vais lancer, ce sera de la merde. T'arrives toujours je suis vulgaire, mais t'arrives à cette conclusion que ton premier modèle, c'est de la merde. Tu sors ton premier site, il est dégueulasse, t'as envie de le retaper 3 semaines après. Tu lances tes premiers modèles, le média, la première version du média, elle sera ce qu'elle sera. Il y aura des formats qui vont pas marcher. Peut-être que le média, dans 1 an, on va voir que c'est quelque chose qui a pas pris, sur lequel on n'a pas de résultats, sur lequel les contenus sont peut-être très pauvres, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est expérimental. Faut faire ce test. Faut y aller, je pense, avec le cœur sur la main et en mettant beaucoup d'énergie pour benchmarker, comprendre quelles sont les clés de réussite, voir de quoi on pourrait s'inspirer. Là aussi, il y a plein de modèles qui ont fait leurs preuves. On lance pas un média en se disant on lance un concept. Des médias, il y en a des milliers. Des idées créatives, il y en a des centaines. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on les applique pour notre modèle et comment est-ce qu'on se sert de toutes ces bonnes idées pour créer un modèle unique. Et donc, on va tester des choses, on va reprendre des concepts, on va lancer des formats. Il y aura des réussites, il y aura des échecs. Plus important, c'est de se dire comment est-ce qu'on lance une multitude de formats pour que ça ressemble à un média. Ouais. Je pense que dans 2 ans, si on regarde les premiers formats, on va trouver que c'est une catastrophe. Mais si tu veux, on faut garder cette humilité-là et ce regard très autocritique de se dire qu'est-ce qu'on a fait en 3 mois, avoir des clés de réussite claires en se disant est-ce qu'on est au niveau ou pas, et à partir de là, de se dire comment est-ce qu'on construit par-dessus, et en améliorant toujours la chose. Donc, il y a des projets qu'on a complètement abandonnés parce que ça a été des échecs monumentaux. Voilà, si tu veux, t'as l'humilité de te dire on a testé, on a bien testé, on est content, on a appris des choses de cet échec, on s'est nourri de pas mal de clés aussi. On va peut-être parfois changer une petite chose, un petit détail qui peut avoir une incidence majeure. Parfois, c'est carrément de jeter tout à la poubelle. Mais au final, c'est une avancée. T'apprends de toutes les situations. Et je pense que si le média est un échec, on aura appris beaucoup de choses qui nous amèneront encore à un autre projet et qui peut-être cette fois-là sera une réussite. Ouais. En tout cas, on croit beaucoup en ce projet-là. Donc voilà. Mais voilà, je pense qu'il faut faire d'expérimental. Il faut pas avoir peur d'oser et généralement, le fait de mettre une grande ambition, de mettre beaucoup d'énergie et d'avoir un regard autocritique et de faire preuve d'humilité pour analyser la chose derrière, ça amène généralement à un cocktail qui est pas inintéressant et qui te permet de faire des choses dans la vie. Donc en fait, tu fais tout à fond, mais tu restes conscient et humble sur le fait qu'il y a des choses qui marchent pas et donc exactement. Et si ça marche pas, ça rend compte en fait. Et si ça marche pas, de toute façon, c'était dans les possibilités. L'échec n'est un échec qu'à un instant T. Ouais. Donc en fait, ce qu'on va catégoriser et ce qu'on va classifier comme étant un échec à un moment, parce qu'on va se dire ce format-là, il a pas les résultats, il a pas généré le bon nombre d'impressions, il a pas généré le bon taux de partage, etc. Oui, on va se dire c'est un échec. On avait visé 1000, on est qu'à 350. Ok. Sauf que de ce format-là va naître un nouveau format. On va réadapter un autre format qui lui peut
peut-être va exploser. Et c'est parce qu'il y aura eu cet échec et qu'il y aura eu ce modèle qui n'aura pas marché qu'on sera arrivé à la V2, à la V3, à la V4 du média et qu'à la fin, on aura peut-être quelque chose de très successful comme ce qu'a fait Welcome to the Jungle, comme ce qu'a fait HubSpot avec The Hustle. Il y a différents modèles qui existent et là-dessus, encore une fois, c'est de s'inspirer, de regarder, de s'ouvrir au monde extérieur et de voir comment est-ce que nous, on crée un média avec un impact, un ADN et une empreinte qui est très marquée et qui fait que Grigny est Grigny. Merci. Tu baignes là-dedans, donc j'ai envie de te demander comment, est-ce que tu crois en l'humanité qui s'autorégule son empreinte carbone? Est-ce que l'empreinte carbone, un peu comme le fumer tue, ça va aider des gens et les autres en fait, égoïstement ou juste en fait, pas d'intérêt au réchauffement climatique? Est-ce que tu nous vois dans 50 ans, dans 100 ans, en tant que civilisation, avoir une très bonne vision sur notre empreinte carbone, la voir quasiment même passer à zéro, puisque c'est l'objectif? Oui. Est-ce que les entreprises sont capables de faire ça à tes yeux? Je pense que tous les mondes sont capables de le faire. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des entreprises, ce qui est très intéressant et ce qui peut nous permettre aussi à toutes les entreprises du secteur d'aller très loin, c'est les réglementations. Ouais. Aujourd'hui, au niveau des entreprises, ce qu'on constate, c'est qu'il y en a beaucoup qui, sans contrainte, décident de le faire parce qu'aujourd'hui, on parle de transformation environnementale dans l'entreprise. Il y avait la transformation digitale. Maintenant, on est sur la transformation pour intégrer tous les indicateurs RSE et de voir comment une entreprise devient responsable à toutes les échelles. Et donc, ce qui est très important et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a déjà des entreprises pionnières qui ont décidé de pivoter dans ce sens-là, en tout cas de prendre conscience de ces indicateurs-là et de vouloir faire leur part. Donc ça, c'est très bien, parce qu'une entreprise est au final une communauté des citoyens qui sont eux-mêmes éduqués et qui décident à un moment de se dire à l'échelle de leur entreprise comment est-ce que je peux aller plus loin et donc qui décident d'agir. Il y a les réglementations qui vont pousser aussi. Aujourd'hui, toutes les entreprises de plus de 500 salariés doivent faire un bilan carbone au moins une fois tous les 4 ans. Donc, on pense que cette réglementation, elle va de toute façon avancer, évoluer, parce que les solutions technologiques et les solutions existent avec aujourd'hui une très bonne accessibilité financièrement, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, ça va sans doute être drivé ensuite sur les entreprises de plus de 250 personnes, ce qui est déjà le cas dans les Outre-mer. On va le voir à l'échelle mondiale. De toute façon, aujourd'hui, on n'a plus le choix. Et à l'échelle des individus, moi, je suis persuadé qu'on va avoir un jour des indicateurs d'empreinte carbone un peu partout, qu'à partir du moment où vous allez payer un pull chez Zara ou un cheeseburger chez McDonald's et que vous allez payer avec votre carte, vous aurez le montant en euros et en dessous l'impact généré par votre dépense. Alors ce sera peut-être imprécis, ce sera peut-être pas parfait, mais ça va petit à petit éduquer un marché sur ce qu'est l'empreinte carbone. Nous, c'est notre vision des choses et c'est notre idéal. On aimerait que lorsqu'on va sur un site marchand, un site e-commerce, que je puisse voir que ma tondeuse à gazon, elle émet tant de CO2 de la production jusqu'à la fin de vie, qu'il y ait des ACV qui soient réalisés pour tous les produits et qu'on puisse savoir, on le sait d'ailleurs sur, par exemple sur les aliments avec toute la partie Nutri-Score, et que demain on puisse aussi avoir un score carbone et qu'on puisse savoir quel produit est bon, quel produit est mauvais. Et donc à force d'éduquer, à force de sensibiliser à grande échelle, si tous les acteurs s'y mettent, citoyens comme entreprises, on va pouvoir arriver à des résultats et les gens finiront par parler d'empreinte carbone et à faire en sorte de la limiter sur la durée dans leur évolution personnelle. Merci pour cette réponse très complète. J'ai une dernière question, c'était... en fait, je te vois comme quelqu'un d'hyper enthousiaste, t'as le sourire, t'es à fond, en fait, tu te poses pas la question, mais comment tu réagis face aux crises sociales, économiques, écologiques, la crise politique, ce qu'on traverse en ce moment? Comment tu prends ça en toi? Est-ce que t'as des moments de down ou je pense que c'est très personnel. Ma réponse n'engage que moi. Bien sûr. Mais je prends la chose de la même façon que je gère ma vie entrepreneuriale. Je pense que quand tu lances une boîte, tu pars du principe que ça va marcher. Sinon, tu te lèves pas le matin et tu mets pas cette énergie-là. Moi, à cette échelle-là, évidemment, je suis conscient. J'ai écouté j'ai lu, j'ai suivi la littérature qu'il fallait suivre. J'ai regardé les vidéos qu'il fallait écouter et regarder.
je me suis informé. Donc évidemment, j'ai conscience du problème, j'ai conscience qu'il y a une crise, j'ai conscience que c'est le défi du siècle, qu'il faut qu'on soit très nombreux à participer à des efforts, donc individus comme entreprises, qu'il faut de plus en plus de solutions, que Grigny en est une, mais qu'il en faudrait des centaines de milliers à travers le monde. Moi, en tout cas, mon parti pris et ma façon de voir les choses, c'est que on pourrait là aussi faire preuve de défaitisme, de dire que de toute façon l'humanité est condamnée, que à un moment il y a des pays qui deviendront complètement inhabitables avec des migrations de population, qu'engendreront des tonnes de problèmes. C'est une réalité, il y a des recherches, il y a des rapports du GIEC qui nous montrent que cette urgence, il faut la prendre très au sérieux. Mais ce que nous disent ces rapports-là, cette littérature-là, c'est qu'il y a des solutions. Il est encore possible de changer notre destin. Il est encore possible de réduire les émissions à l'échelle mondiale. Les individus peuvent agir, les entreprises peuvent agir, tout le monde peut agir. Il y a différentes façons de le faire. Là aussi, il y a beaucoup de plans d'action et de pistes possibles. Mais en tout cas, moi, à titre personnel, je veux faire partie de la solution. S'il doit avoir une solution, s'il doit avoir une réussite, je veux faire partie de ce clan-là. Et donc, c'est comme ça qu'en tout cas, avec Grigny, même si notre impact est relativement faible à l'échelle du problème, on est une petite goutte, mais moi, j'ai envie de me concentrer sur cette goutte-là, en me disant, là aussi, il y a la légende du colibri qui est assez célèbre, sur un incendie qui se propage dans une forêt et où chaque petit oiseau décide dans son bec d'aller chercher un peu d'eau pour éteindre cet incendie. Bon, effectivement, on peut se dire que c'est mal barré et que en tant que petit oiseau, je vais pas faire grand-chose et que ma forêt va finir par complètement cramer. C'est une façon de voir les choses. Nous, on se concentre en tout cas sur le fait que si on agit collectivement et avec là aussi une grande ambition, on peut arriver à des résultats. Et moi, je me concentre que sur le fait d'arriver un jour à une résolution du problème. J'espère qu'on le verra de notre vivant, tout ça. Merci beaucoup, Arnaud. Merci beaucoup pour l'invitation et ravi d'avoir pu parler de cette aventure. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère du fond du cœur que tu es plein d'énergie, que tu as le sourire et que tu repars avec des réponses et inspiré par notre invité. Bon, j'écoute aussi des podcasts et je sais qu'on a la flemme de le faire, mais ça prend vraiment d'une minute. Alors si tu peux liker et t'abonner à Changer d'air, merci beaucoup. Ça lui donnera de la force et de la visibilité. D'ailleurs, si tu as des retours, des questions ou des idées, n'hésite vraiment pas à me les remettre en commentaire ou à me les envoyer par mail. L'adresse est dans la description. À la semaine prochaine!